Bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder combien l'État nous prélève sur nos salaires. Par exemple, pour qu'un salarié ait un salaire de 3 000 euros brut mensuel, l'entreprise doit débourser 4 075 euros par mois. Après toutes les cotisations et impôts, le salarié reçoit sur son compte en banque 2 240 euros sur les 4 075 qu'a versé l'employeur. Soit environ 1 800 euros sont prélevés par l'État entre l'entreprise et le salarié. Dans cette vidéo, on va regarder d'où viennent ces prélèvements, comment fonctionnent les charges ou cotisations patronales qui sont représentées en bleu, les charges salariales représentées en orange, ainsi que l'impôt sur le revenu représenté en gris. Ce code couleur va nous suivre toute la vidéo. On regardera également dans la suite de la vidéo tout ça en chiffres pour déterminer combien l'État nous prélève. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre un exemple pour comprendre à quel moment l'État prélève. Supposons qu'une entreprise veut débourser par mois 4 075 euros pour un salarié. D'abord, l'entreprise devra s'acquitter des charges patronales. Dans ce cas, sur les 4 075 euros, l'État prélève 1 075 euros de charges patronales. Après ce prélèvement, nous obtenons le fameux salaire brut de 3 000 euros. Quand on est salarié, on est habitué à parler en salaire brut, c'est le salaire qui revient couramment. Cependant, avant le brut, l'entreprise a été prélevée des charges patronales. Sur les 3 000 euros restants, l'État prélève 630 euros de charges ou cotisations salariales. On obtient alors le salaire net. Enfin, sur le montant restant, soit 2 370 euros, le salarié devra s'acquitter de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, 130 euros. Le salaire que perçoit finalement le salarié, le salaire super net, est alors de 2 240 euros. Tout au long des différentes étapes de prélèvement, l'État a prélevé au total 1 835 euros. Dans la suite de la vidéo, je vais parler du salaire suprabrut quand on parlera du montant payé par l'entreprise, du salaire brut quand on enlève les charges patronales à ce salaire suprabrut. Une fois qu'on a enlevé les charges salariales sur le salaire brut, on parle alors de salaire net. Enfin, ce qu'il reste au salarié après l'ensemble des prélèvements est appelé le salaire super net. Si on regarde sur cet exemple un petit peu la répartition des différentes charges, globalement, sur ce qu'a payé l'entreprise, 54% reviennent aux salariés. 3% partent pour l'impôt sur le revenu, 28% pour les charges patronales et 15% pour les charges salariales. Comme j'ai dit précédemment, le code couleur va nous suivre toute la vidéo. Orange pour les charges salariales, en bleu pour les charges patronales et en gris pour l'impôt sur le revenu. Nous allons commencer par regarder les charges ou cotisations patronales. Il y a de nombreuses charges patronales. Les principales sont, en termes de montant, la cotisation maladie, maternité, invalidité et décès. Comme son nom l'indique, elle sert à financer la santé, l'invalidité, les décès, etc. La retraite complémentaire, elle permet de financer une partie des retraites. Dans le secteur privé, la retraite complémentaire, c'est Argicarco. Pour les contractuels de la fonction publique, c'est l'IRCANTEC. Et pour les fonctionnaires, c'est la RAFP. Ensuite, il y a l'assurance vieillesse. C'est un autre financement des retraites. Elle finance ce qu'on appelle la partie de base des retraites. Ensuite, on a l'assurance chômage. Elle permet de financer le salaire des personnes au chômage. Et enfin, les allocations familiales, c'est globalement les aides que vous percevez de la CAF. Les cotisations que je viens de citer sont les principales en termes de montant. Dans la suite de la vidéo, je donnerai les montants pour ces cotisations-là. D'autres cotisations moins importantes en montant existent. Par exemple, la cotisation pour l'accident du travail. Ça permet de financer les arrêts maladie liés à un accident au travail. Le montant est dépendant du secteur d'activité. Par exemple, une entreprise du bâtiment paiera plus cette charge qu'une entreprise de comptable, par exemple, parce que les risques dans le bâtiment sont plus grands. Il y a une cotisation pour le dialogue social qui permet de financer les syndicats. Une autre pour financer le logement, l'aide au logement, la FNAL, le Fonds national d'aide au logement. Après, il y a des taxes liées à la formation, CPF, CDD, plusieurs taxes sur l'apprentissage, etc. Toutes ces cotisations moins importantes en montant ne seront pas détaillées dans la vidéo, mais elles seront incluses dans les calculs pour déterminer les prélèvements que fait l'État. Enfin, il y a d'autres charges patronales qui ne sont pas incluses dans les chiffres qui feront suivre, tels que le forfait mobilité pour financer les transports en commun ou la complémentaire santé. Je ne les ai pas inclus dans les calculs car ils sont très dépendants du choix de l'entreprise. Par exemple, pour la complémentaire santé, ça va dépendre du niveau de couverture que va proposer l'entreprise. Ainsi que le lieu géographique pour le forfait mobilité. Par exemple, il y a certaines régions où le forfait mobilité est à 0 et pour d'autres, le montant peut être élevé. Donc pour ces raisons-là, j'ai décidé de ne pas inclure ces deux charges. Dans la suite, on va regarder les montants des différentes cotisations patronales. Pour déterminer les montants, les cotisations patronales et salariales sont calculées à partir du salaire brut de l'employé que vous voyez ici encadré en orange. On va regarder combien prélève l'État sur les cotisations patronales principales. Pour les cotisations maladie, maternité, invalidité et décès, si le salaire brut mensuel est inférieur à 2,5 SMIC, soit environ 4 500 euros brut mensuel, l'État prélève 7%. Si le salaire est au-dessus de ces 4 500 euros brut mensuels, l'État prélève 13%.
Pour la retraite complémentaire, dans le cadre de l'Argicarco, ça fonctionne par tranche. Globalement, pour la partie du salaire qui est inférieure à 3 925 euros, l'État prélève 6,22%. Pour la partie du salaire qui est entre 3 925 euros et 31 400 euros brut mensuels, l'État prélève 14,78 euros. Pour la partie qui excède ce montant de 31 400 euros, il n'y a pas de prélèvement. Pour l'assurance vieillesse, l'État prélève 2,02% sur l'entièreté du salaire brut, plus il y a un ajout pour la partie du salaire inférieur à 3 925 euros de 8,55%. Pour ce qui est de l'assurance chômage, l'État prélève 4,05% sur le salaire jusqu'à 15 700 euros brut mensuel. La partie au-dessus de ce montant de 15 700 euros n'est pas prélevée. Enfin, les allocations familiales, si le salaire brut est inférieur à 3 fois 3 925 euros, l'État prélève 3,45%. Si le salaire est au-dessus, l'État prélève 5,25%. On a vu plusieurs fois passer ce chiffre de 3 925 euros, qui est en fait le plafond de la sécurité sociale. Il peut être revu à la hausse ou à la baisse par l'État pour faire augmenter ou baisser les impôts. Globalement, sur les hauts revenus, 3 cotisations baissent ou ne sont plus existantes grâce au plafond. On a les retraites complémentaires, l'assurance vieillesse et l'assurance chômage. Pour la cotisation maladie, maternité, invalidité, décès et l'allocation familiale, ces cotisations augmentent pour les hauts salaires. Comme on a pu le voir précédemment, plusieurs paramètres influent sur les cotisations. Il y a la valeur du SMIC, certains paliers sont déterminés en fonction de celui-ci. Le PASS, le plafond de la sécurité sociale, pareil, ça fait des paliers et certaines cotisations sont plus ou moins importantes si on passe ce plafond. La taille de l'entreprise, certaines charges comme les taxes d'apprentissage sont payées par les grandes entreprises par exemple et moins par les petites entreprises. Le type d'entreprise va être aussi un facteur influent. Par exemple, pour les accidents du travail, le montant ne sera pas les mêmes en fonction des risques des entreprises. La zone géographique, des taux peuvent être différents, par exemple pour le forfait mobilité, mais également des taux sont différents pour l'Alsace-Moselle, les Outre-mer, etc. Donc la zone géographique de l'entreprise a aussi son importance. Après avoir dit qu'il y a des paramètres qui influent sur les cotisations patronales, je dois fixer les hypothèses de calcul que j'utilise dans la suite de la vidéo. Globalement, je pars du principe que nous allons avoir affaire à un salarié qui est dans une entreprise avec plus de 250 salariés, que ce salarié a un statut non cadre et qu'il est en CDI dans le secteur privé. Je ne prends pas en compte la complémentaire santé comme le forfait mobilité, je le passe à 0. Et enfin, je suppose que cette personne a un métier de bureau, donc peu de risque d'accident du travail. Après avoir vu les grandes cotisations, on va regarder concrètement combien l'employeur paie. Dans les chiffres que je vous présente, j'inclus toutes les cotisations patronales, pas uniquement celles que je vous ai présentées. Au niveau du SMIC, soit 1802 euros brut mensuels à l'heure où je tourne la vidéo, on voit que les charges sont de 640 euros par mois et montent de manière linéaire à 1290 euros pour un salaire de 3600 euros brut par mois. Ici, ce sont les charges patronales sans exonération. Afin de booster la compétitivité sur les bas salaires, la France pratique des exonérations de charges patronales pour les salaires inférieurs à 2900 euros brut par mois. Sur cette deuxième courbe, on voit le montant des exonérations. Pour le SMIC, cette exonération est de 582 euros et décroît rapidement jusqu'à 0 pour un salaire de 2900 euros brut mensuel. Maintenant, si on regarde les charges patronales en prenant en compte les exonérations, nous avons un tout autre montant de charges patronales. Au niveau du SMIC, nous avons 58 euros de charges patronales au lieu de 640 présentés juste avant, sans exonération. On voit que la courbe bleue est bien en dessous de la courbe orange jusqu'à un salaire de 2900 euros brut par mois, le montant où il n'y a plus d'exonération. Dans la suite, on regarde les montants des charges patronales en pourcent du salaire super brut, ce qui sera plus parlant que des chiffres comme ça. Dans ces tableaux, nous allons regarder la part des charges patronales pour les salaires allant de 1800 euros brut, c'est-à-dire le SMIC, à 3700 euros brut mensuels. La valeur de 3700 euros a été prise au hasard. Je voulais un montant au-dessus des exonérations pour comparer. Pour information, le salaire médian du privé en France est à 2600 euros brut mensuels, c'est la valeur en gras. Donc la moitié des salariés du privé gagnent moins que 2600 euros brut mensuels et l'autre moitié gagne plus. Quand on regarde les montants des charges patronales, on voit que ça monte assez vite. De 58 euros au niveau du SMIC, 772 euros pour les salaires médians et jusqu'à 3325 euros pour un salaire de 3700 euros brut mensuel. Si on regarde la charge des cotisations patronales en pourcent du super brut, c'est-à-dire en pourcent de ce que paie l'employeur, qu'est-ce qu'on a ? On a 3% sont prélevés au-dessus du SMIC, 23% au niveau du salaire médian, et très vite on atteint un plateau de 26% une fois les exonérations enlevées. Globalement, au niveau du salaire médian, un quart de ce qui est payé par l'employeur est prélevé par l'État. Dernièrement, on a beaucoup entendu parler de la smicardisation de la France. L'une des explications est due au tassement des salaires au niveau du SMIC, qui eux sont dus aux exonérations.
Si on regarde uniquement au niveau des charges patronales, on reverra à la fin de la vidéo avec l'ensemble des prélèvements, charges salariales et impôts sur le revenu. Si on veut augmenter le brut d'un salarié de 500 euros au niveau du SMIC, l'employeur doit payer quasiment 1000 euros. Le ratio est de 1,89. Maintenant, si on veut augmenter le salaire d'un salarié de 500 euros brut, alors que son salaire de base est de 2900 euros, qu'est-ce qui se passe? 2900 euros brut mensuel étant choisi car il n'y a plus d'exonération à ce niveau-là. Pour augmenter de 500 euros le brut, on voit que l'employeur doit débourser 679 euros, soit un ratio de 1,36, ce qui est inférieur au ratio précédent quand on veut augmenter de 500 euros au niveau du SMIC. On voit assez bien que c'est plus difficile d'augmenter un salarié ayant un salaire en dessous des exonérations, ce qui va mécaniquement entraîner un tassement des salaires. Donc ici on le voit entre le brut et le suprabrut, mais cette différence sera exacerbée avec les cotisations salariales et l'impôt sur le revenu. Ici, on trace le graphe des charges patronales en pourcent du superbrut. Le salaire brut mensuel est affiché en abscisse pour information. Avec ce graphe, on voit que les charges patronales montent assez vite au plateau de 26%. Globalement, ce plateau est atteint après des exonérations valables jusqu'à un salaire brut mensuel de 2900 euros. Par la suite, ça augmente jusqu'à un plateau à 30-31%, ce qui est dû à des cotisations qui augmentent une fois passé certains seuils de 2,5 ou 3,5 fois le SMIC ou le plafond de la sécurité sociale. Donc ici, quand je parle de 30% prélevé sur les salaires, ça veut dire que ce que paie l'employeur, 30% est prélevé par l'État pour les charges patronales. Sur les très hauts salaires, on voit que ça change. La charge des cotisations patronales diminue progressivement pour atteindre un plateau autour des 20%. Ceci est dû à certaines cotisations qui ne sont plus prélevées sur la partie haute des salaires, par exemple la retraite complémentaire. Ce qui fait qu'au final, en proportion, les cotisations patronales baissent. Mais en montant, plus les salaires sont hauts, plus les cotisations patronales sont élevées. On voit qu'à partir de 10 000 euros bruts sur ce graphe, de 10 000 euros brut mensuels, les charges patronales en pourcent diminuent très vite. Ceci est dû uniquement à un changement d'échelle que j'ai fait de mon côté. Globalement, de 1800 euros à 10 000 euros, j'ai tracé par intervalle de 100. Donc j'ai fait 1800, 1900, 2000, etc. Et à partir de 10 000 euros, j'ai pris un intervalle de 10 000. Donc je trace 10 000, 20 000, 30 000, etc. J'ai fait ce choix pour regarder les tendances de manière plus précise au début et ensuite pouvoir regarder les tendances sur des très hauts revenus. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que d'un coup ça baisse énormément, c'est parce que l'échelle à partir de 10 000 euros brut mensuels est beaucoup plus grande. On va s'intéresser maintenant aux charges salariales. Ce sont les charges que vous payez sur votre salaire brut pour obtenir le salaire net. Les charges salariales sont moins nombreuses en nombre que les charges patronales. Nous allons pouvoir être un peu plus exhaustifs dans la présentation. Comme pour les charges patronales, nous avons la retraite complémentaire. Pour le privé, c'est Argicarco. Sur la partie du salaire inférieur à 3 925 euros brut mensuel, qui correspond donc au plafond de la sécurité sociale, l'État prélève 4,15%. Pour la partie du salaire entre 3 925 euros et 31 400 euros, l'État prélève 9,84%. Sur la partie au-dessus de ce seuil de 31 400 euros, l'État ne prélève plus. Ensuite, on a la CSG, la contribution sociale généralisée, qui sert à financer les dépenses sociales de manière générale. Cette cotisation n'est pas affectée à une dépense précise comme la santé par exemple. Pour la CSG, si le salaire est inférieur à 15 700 euros, alors l'État prélève 9,2% sur 98,25% du salaire brut. Au-dessus, l'État prélève 9,2% pareil, mais cette fois sur 100% du salaire brut. Ensuite, nous retrouvons également l'assurance vieillesse, comme sur les charges patronales, qui finance les retraites dites de base. L'État prélève 0,40% sur la totalité du salaire, plus 6,90% sur la partie du salaire inférieure à 3 925 euros brut mensuel. Enfin, nous avons la CRDS, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, qui est une contribution, comme son nom l'indique, qui permet de rembourser la dette qu'on a contractée pour les dépenses sociales. Cette dette est gérée par la CADES. Si vous voulez en avoir plus de détails sur la dette, je vous laisse regarder les vidéos sur ce sujet disponibles sur la chaîne. Pour cette contribution, la CRDS, si le salaire est inférieur à 15 700 euros brut mensuel, l'État prélève 0,50% sur 98,25% du salaire. Au-dessus, l'État prélève 0,50% sur 100% du salaire. Globalement, sur les hauts revenus, deux cotisations baissent grâce au plafond. Les retraites complémentaires et l'assurance vieillesse. Pour la CSG et la CRDS, la cotisation augmente légèrement avec le salaire. Pour les salariés de la fonction publique, il y a deux choses qui changent. Il y a d'abord la retraite complémentaire. Les montants sont différents car ils ne cotisent pas Argicarco, mais à la RAFP pour les fonctionnaires ou Ircantec pour les contractuels de la fonction publique. Deuxièmement, pour la fonction publique d'État, le fonctionnaire ne paie pas d'assurance vieillesse. Globalement, à salaire brut égal entre le privé et un fonctionnaire, le fonctionnaire sera moins prélevé. De plus, une partie de la rémunération des fonctionnaires se fait au travers de primes qui ne sont pas prélevées de la même façon sur les contributions salariales. Pour ce qui est un contractuel de la fonction publique, même si la retraite complémentaire, les montants sont légèrement différents, les cotisations salariales au global sont quasiment les mêmes.
Dans la suite de la vidéo, je ne me concentre pas davantage sur la fonction publique, je reste sur le secteur privé. Si on regarde l'évolution des cotisations salariales en euros entre le SMIC et 3 600 euros brut mensuels, on voit que la courbe est plutôt linéaire. Pour le SMIC, les cotisations salariales mensuelles sont de 377 euros et montent jusqu'à 750 euros pour un salaire de 3 600 euros brut mensuel. Il n'y a pas de bond à certains moments comme pour les cotisations patronales. En effet, il n'y a pas de système d'exonération pour les charges salariales. Dans ces tableaux, nous allons regarder la charge des cotisations salariales de manière isolée sur le suprabrut et la charge des cotisations salariales et patronales en pourcent du suprabrut. On va regarder ces montants du SMIC à 3 700 euros brut mensuel comme pour les charges patronales. Pour le SMIC, les charges salariales sont de 377 euros, soit 20% du salaire brut. Pour le salaire médian, en gras, les charges salariales sont de 543 euros, soit 16% en pourcent du salaire du suprabrut. Pour les valeurs suivantes, nous voyons que nous atteignons un plateau autour de 15,45%. Cette fois, si on regarde les charges salariales plus les charges patronales en pourcent du suprabrut, on voit que ça ne cesse d'augmenter. 23% au niveau du SMIC, 39% au niveau du salaire médian, puis un plateau à 41% est atteint. Globalement, entre ce que paie l'entreprise et ce que reçoit le salarié en salaire net, de 23% à 41-42% pour les montants que j'ai présentés ici, sont prélevés par l'État. En regardant la courbe des cotisations salariales en pourcent des suprabruts sur des grandes valeurs, on voit que la courbe baisse continuellement avec plusieurs plateaux. Comme pour les charges patronales, cette diminution est due à certaines cotisations qui ne sont plus prélevées sur la partie haute des salaires. Également aussi pour les plus petits salaires, c'est que les charges patronales en proportion prennent plus de place que les charges salariales. La grosse diminution autour des 10 000 euros brut mensuels est comme pour les charges patronales due également à un changement d'échelle. Des pas de 100 est utilisé jusqu'à 10 000 euros et puis des pas de 10 000 sont utilisés à partir de 10 000 euros brut mensuel. Si on regarde la courbe des charges patronales plus salariales en pourcent du supérieur brut, la courbe en jaune, on voit qu'elle augmente jusqu'à atteindre un seuil de quasiment 45% pour ensuite redescendre sur les hauts salaires. Si on s'arrête à ce graphique, on a l'impression que les hauts revenus paient moins à la collectivité en proportion de leur salaire. Ceci est faux car il manque l'impôt sur le revenu que nous allons voir tout de suite. Nous allons maintenant parler des impôts sur le revenu. Il y en a deux types que nous allons voir. Le calcul de l'imposition sur le revenu se fait sur le net imposable. Le net imposable est un montant un peu plus élevé que le net. Certaines charges salariales sont dites non déductibles de l'impôt sur le revenu et doivent être ajoutées au montant net pour obtenir le montant net imposable. Également, sur ce montant net imposable, pour calculer l'impôt sur le revenu, il faut déduire 10% ou les frais qui peuvent être liés à des frais professionnels, c'est-à-dire les frais de déplacement, les frais de restaurant si besoin, etc. L'impôt sur le revenu fonctionne par tranche, c'est-à-dire que le pourcentage de prélèvement s'applique différemment sur les différentes tranches de votre salaire. Ici, on regarde le montant net imposable annuel et non mensuel comme précédemment de votre salaire. Pour le montant net imposable annuel de votre salaire, qui est compris entre 0 et 11 497 euros, l'imposition est de 0%. Pour le montant compris entre 11 498 euros et 29 315 euros, l'impôt est de 11%. Pour le montant de votre revenu net imposable, compris entre 29 316 euros et 83 823 euros, l'impôt est de 30%, puis 41% pour la tranche au-dessus, et enfin 45% au-dessus de 180 294 euros. Un deuxième impôt sur les revenus existe pour les hauts salaires qui s'appelle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, CEHR. Cet impôt s'ajoute à l'impôt sur le revenu. Pour les salaires nets imposables supérieurs à 250 000 euros jusqu'à 500 000 euros, un prélèvement supplémentaire de 3% est fait. Au-dessus de 500 000 euros, un prélèvement de 4% est effectué. Maintenant, regardons l'ensemble des prélèvements et impôts pour les salaires allant du SMIC à 3 700 euros brut mensuel. Au niveau du SMIC, entre l'impôt sur le revenu, les cotisations salariales et les cotisations patronales, 23% sont prélevés par l'État. Donc entre ce que paie l'employeur et obtient le salarié, 23% sont partis dans les caisses de l'État. Ce montant augmente progressivement. Au niveau du salaire médian, la valeur qui est en gras, 41% partent dans les caisses de l'État. Et enfin, 46% au niveau des 3 700 euros brut mensuels partent pour l'État. Si on regarde la tendance sur des hauts revenus, on voit que l'imposition augmente progressivement. La courbe en bleu représente les charges patronales en pourcent du supérieur brut. La courbe en orange, les charges salariales en pourcent du suprabrut. En gris, les impôts sur le revenu en pourcent du suprabrut. Et en jaune, l'ensemble des trois. On voit que malgré la diminution des cotisations avec l'augmentation des salaires, l'imposition globale augmente. En effet, plus le salaire est élevé, plus les impôts sur le revenu prennent une part importante sur l'imposition. Sur les très hauts salaires, une imposition autour des 60% est effective sur le suprabrut, c'est-à-dire quand l'employeur paie un montant aux salariés, 60% vont dans les caisses de l'État.
Comme pour les courbes précédentes, un changement d'échelle a eu lieu à partir de 10 000 euros, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a un gros changement à partir de ce montant. Si on reprend l'exemple d'augmentation de 100 euros, mais cette fois sur le salaire ultranet pour un SMIC. Donc le salaire ultranet, c'est ce que perçoit le salarié après l'ensemble des cotisations patronales et des impositions sur le revenu. Pour augmenter de 100 euros l'ultranet, le brut doit augmenter de 126 euros. Et le suprabrut, donc ce que paie l'employeur, doit augmenter de 217 euros. Globalement, l'employeur doit payer 217 euros pour une augmentation de 100 euros au niveau du SMIC, soit un ratio de 2,17. Si on fait cet exemple sur un montant au-dessus des exonérations, qu'est-ce qu'on obtient? On suppose un salarié qui gagne 2170 euros mensuels ultranet et que son patron veut l'augmenter pareil de 100 euros sur son ultranet. Alors, le brut doit augmenter cette fois de 134 euros et l'employeur doit débourser 182 euros, soit un facteur 1,82. On voit qu'avec cet exemple, qu'augmenter quelqu'un d'un montant donné au niveau du SMIC coûte beaucoup plus à l'employeur que pour les salaires supérieurs. Ceci est dû principalement aux exonérations patronales. En pratique, la différence est encore plus grande, car au niveau du SMIC, un salarié peut avoir le droit à des aides, par exemple la prime d'activité. En augmentant son salaire, le salarié perd une partie de ses aides, qui fait que l'augmentation finale n'est que peu conséquente. Ces facteurs mélangés font qu'une partie des salaires sont donc comprimés autour du SMIC, parce que malgré une augmentation de l'employeur, elle se fait au final peu ressentir sur le salaire du salarié. La dernière question qu'on va se poser dans cette vidéo est: qu'est-ce que financent les différentes charges et impôts qu'on a vues? Pour ça, je vais regarder uniquement des salaires bruts mensuels au-dessus des exonérations patronales, soit au-dessus de 2900 euros bruts mensuels. Je fais ce choix car c'est compliqué de déterminer avec précision quel montant est alloué à quelle cotisation avec les exonérations sur les plus bas salaires. Donc pour avoir des chiffres exacts, j'ai choisi de m'intéresser à des salaires au-dessus des exonérations. Donc pour 2900 euros bruts mensuels, 46% des charges et impôts financent la retraite, 11% la santé, 5% les allocations familiales, 6% l'État via l'impôt sur le revenu, et 15% pour d'autres dépenses sociales non définies. Ça, c'est dû principalement à la CSG, qui est donc une cotisation sociale dont la valeur n'est pas forcément attribuée à un poste de dépense précis. Pour un salaire de 5 000 euros brut mensuel, le montant des retraites baisse, passe de 46% à 38%, la santé augmente, ça passe à 17%, les allocations familiales restent à peu près stables, 4%, l'État augmente énormément, 15%, ce qui est dû à l'augmentation de l'impôt sur le revenu, et le social non défini baisse légèrement à 13%. Pour 10 000 euros brut, la part des retraites dans les différentes charges et impôts continue de diminuer, passe à 34%. La santé reste à peu près stable, 16%. Les allocations restent à peu près stables, 6%. Le montant pour l'État, 21%. C'est normal, l'impôt sur le revenu continue d'augmenter. Et le social non défini reste stable à 12%. Pour un très gros salaire, donc 100 000 euros brut mensuel, on voit que la part des retraites a énormément diminué, uniquement 4%. Ça, c'est dû aux différents seuils. À partir d'un certain montant, il n'y a plus d'impôt sur la retraite qui est prélevé sur la partie haute du salaire. La santé reste stable, à peu près 17%. Les allocations, 7%. L'État, 54%. On voit qu'une grosse partie est transférée sur l'impôt sur le revenu. Et enfin, le social non défini, 13%. Alors, si vous faites la somme pour chacun des montants, ça ne fait pas 100%, parce qu'il y a aussi d'autres dépenses, par exemple l'apprentissage, qui ne sont pas inclus ici. Globalement, ce qu'on voit, c'est exactement ce qu'on a vu sur les courbes. Plus le salaire augmente, plus l'imposition sur le revenu prend le pas sur les cotisations salariales et patronales. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Des vidéos sur la chaîne ont déjà abordé le sujet de la dette ou encore comment fonctionnent les recettes fiscales en France. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les regarder, ça me ferait grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.